Je savais que j'ai toujours été interpellé, sinon interloqué, par la façon dont les femmes parlent. Encore aujourd'hui, dans le métro, dans l'autobus, j'ai dû subir beaucoup de productions langagières féminines et cela a fait avancer ma réflexion sur ce sujet et je vous soumets mes cogitations. Je ferai ça en deux temps. Un premier temps, je voudrais réfléchir avec vous sur le viol. J'en ai déjà peut-être parlé un petit peu, mais je continue. La psychologie du viol, la phénoménologie du viol, alors qu'est-ce que c'est que le viol déjà? C'est d'imposer à quelqu'un ce qui relèverait du plaisir. Le violeur se donne du plaisir et éventuellement croit en donner à l'autre. C'est vrai dans le domaine sexuel, ça c'est une banalité de le dire, mais c'était également vrai dans le domaine de la parole. Et vous m'excuserez, mais j'ai tendance à mettre sur le même pied ces deux formes d'expression. Et je pense que le parallèle est intéressant. Et d'ailleurs, en général, il vaut mieux éviter d'enclaver les questionnements et les situations et de gérer une série de cas, une série de problématiques. La thèse que je soutiens ici, c'est que une femme qui m'oblige à écouter ce qu'elle dit, soit qu'elle me parle directement, soit qu'elle se fasse entendre sans que je lui ai rien demandé, sans qu'elle s'adresse à moi, puisque le propre de la parole, c'est que ça peut toucher des gens qui ne sont pas concernés, et les gens qui ne sont pas concernés ne peuvent pas s'empêcher d'écouter, comme quand autrefois les fumeurs ne fumaient pas pour certaines personnes, mais on pouvait être des fumeurs passifs. Mais là, on est des gens qui subissent passivement le plaisir de la parole féminine, que la femme se donne à elle-même. Alors, nous y reviendrons sur ce point. Mais ce que je veux dire, c'est cette notion de plaisir imposé à l'autre, comme si il y avait une différence entre imposer à quelqu'un une chose agréable, ou prétendue agréable, et une chose désagréable. Le violeur, donc, par conséquent, peut se dire en pleine conscience qu'au fond, il fait du bien à l'autre, qu'il lui apporte quelque chose. D'une certaine manière, il lui apporte quelque chose, en l'occurrence son sperme. Et dans le domaine de la parole, j'ai pu le constater, parce que moi j'étais souvent beaucoup plus victime du viol de la parole que sur le plan sexuel, je vous rassure tout de suite. Dans le domaine de la parole, eh bien, les gens considèrent que ce qu'ils disent est intéressant et plaisant, et voire même excitant, et que par conséquent, les gens ne devraient pas se plaindre. Qu'on les ait forcés un petit peu à écouter des choses qu'ils n'avaient pas envie d'écouter, qui finalement se révéleraient pas si inintéressantes que cela. Et par conséquent, moi je trouve que, je ne dis pas qu'il faut pénaliser le viol par la parole, et qu'il faut l'assimiler carrément au viol physique, mais la différence n'est pas si grande que cela. Et la nocivité, la toxicité peuvent être beaucoup plus graves au niveau de la parole qu'au niveau sexuel. Ça reste à débattre, évidemment. Mais on peut imaginer
que l'acte sexuel peut durer beaucoup moins longtemps chez l'homme, n'est-ce pas, que la parole féminine. Donc il y a aussi là un problème de durée qui peut être également à considérer. Et puis je passe maintenant à mon deuxième sujet, toujours au même domaine bien sûr, et je me suis demandé quelle était la dépense d'énergie cérébrale, dépense d'exercice mental qu'exigeait la parole féminine. Et je dirais que d'une façon générale,